Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une lecture qui m'a beaucoup inspirée. Durant l'interview d'Emilia Robbins, on a abordé le fait que certains genres étaient considérés, ou plutôt n'étaient pas considérés, comme de la vraie littérature. Et si ça a tendance à un peu s'améliorer de nos jours, il en fut longtemps ainsi pour celui de l'imaginaire et tout particulièrement de la fantaisie. Et c'est pour ça qu'un ouvrage tel que Le langage de la nuit d'Ursula K. Le Guin est un livre nécessaire. Il s'agit d'un recueil de discours, essais ou prises de parole de l'autrice du cycle de Terre-Mère, qui a été adapté par le studio Ghibli, à propos de la condescendance dont souffrent la fantaisie et les genres de l'imaginaire en général. Cette écrivaine a connu le succès. Elle a reçu un National Book Award et déplore la mauvaise perception qu'avait l'élite littéraire des années 70 à ce genre aux qualités pourtant innombrables. Bon, c'était valable dans les années 70, mais en réalité, c'est toujours valable aujourd'hui. En effet, même si on reconnaît de nombreuses œuvres de fantasy ou de science-fiction, vous ne verrez jamais rien de genré, littérairement parlant, gagner un prix Goncourt. Et même si je doute que ce soit le fait unique du choix du genre, on va pas se mentir, ça joue beaucoup. Ce recueil court, qui fait moins de 200 pages, est ponctué de réflexions très enrichissantes sur la littérature de l'imaginaire et l'écriture de manière générale, et je me devais de vous le partager. Je vous propose de relire avec moi certaines citations que je me suis notées afin d'en tirer des enseignements sur notre propre vision de l'écriture et de la littérature. C'est donc le moment pour vous d'attraper votre boisson préférée, de vous installer bien confortablement et de vous laisser porter par ma voix. Prêt? Alors on est parti. Dans le premier texte du Langage de la nuit, Ursula K. Le Guin, que je nommerai familièrement Ursula pour plus de facilité, nous parle de ce qui l'a amené à lire de l'imaginaire et l'influence que ça a eu sur son écriture, bien qu'elle fût toute jeune lorsqu'elle a commencé à en lire. Durant ce texte, un passage m'a tout simplement marqué, et je crois qu'il vous parlera également. Pour un auteur de science-fiction, donc elle parle ici aussi bien de SF que de fantasy, il existe un danger tout à fait réel. Il ne s'écrit pratiquement jamais de vraies critiques. Les lecteurs, bien sûr, nous font des remarques qui sont merveilleuses et toujours réconfortantes, et nous avons avec eux un rapport extraordinaire. Mais l'écrivain doit presque toujours se contenter d'être son propre critique. Ces textes de mauvaise qualité se publieront tout aussi vite, voire encore plus vite. Les fans les liront parce que c'est de la science-fiction. Seule la conscience insiste pour s'efforcer d'écrire des textes excellents. À part l'écrivain, tout le monde s'en fiche. Bien sûr, elle nuancera par la suite son propos en disant que, sur le long terme, un écrivain pâtit toujours de la mauvaise qualité et surtout que c'est le genre qui en pâtit. Mes deux notions m'intéressent tout particulièrement ici. Celle du genre, qui fait ombrage à toute qualité artistique ou textuelle, et celle que l'écrivain ne sera jamais que le seul juge de la qualité de son écriture. Ursula écrit ce texte en 1974. Elle n'a donc pas encore connu la sacralisation de la science-fiction dans les 80s, l'essor de la fantasy des années 90, la folie de la dystopie des années 2000, le renouveau en 2010 avec des sagas comme Game of Thrones ou l'explosion de la romantasy autour de 2020. Aucune de ces vagues ne l'a encore atteint. Pour Ursula, à ce moment-là, l'ASF et la fantasy viennent de monuments comme Dolzani, Tolkien ou Howard. Des proses léchées, étudiées, un rapport à la langue ultra précis, qui sont depuis devenus des cas d'école. Et c'est en cela que ce qu'elle dit est finalement d'autant plus fort. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel elle est assez ambivalente, vous verrez plus tard. Mais le fait qu'en imaginaire, le genre prend le pas sur la prose, sur la musicalité du texte, c'est souvent vrai. Beaucoup de lecteurs lisent de la fantasy, de la SF ou de la romantasy pour s'évader, pour sortir d'un quotidien, pour être confrontés à l'inconnu d'une manière qui les transporte. L'imaginaire est une échappatoire indéniable et parfois, on n'a pas besoin que le style soit ultra calculé pour apprécier. Bon,
Ursula ne les avait sans doute pas vraiment anticipées, mais moi, ça m'évoque un peu toutes les romantésies assez inégales, autant dans le world building que dans la prose qu'on peut trouver en ce moment. Attention, je ne dis pas que la romantésie, c'est nul. Ce genre, il est souvent considéré comme puéril ou médiocre, mais c'est seulement parce que de quelques exemples équivoques, on a fait des généralités. On le sait, pour l'élite, il suffit d'un seul raté dans un genre qu'elle conchit pour en faire une loi inaltérable, alors qu'elle fait l'impasse sur beaucoup de boosts que la littérature blanche nous apporte chaque année. Ce qui, selon leur propre manière de juger un genre, suffirait à les rendre tous déplorables. Bref, j'ai déjà fait un épisode sur la bonne ou la mauvaise littérature, donc je ne vais pas le refaire ici. Mais il faut quand même se rendre compte qu'en tant que lecteur, pour valoriser un genre qu'on aime, il serait bon de faire attention à la qualité de l'œuvre. Pas seulement à l'émotionnel qui en ressort, mais à sa qualité intrinsèque en tant qu'œuvre artistique, artisanale et aussi technique. Afin de ne plus se laisser avoir par un univers, et souvent un qui ressemble à tant d'autres d'ailleurs, et donner crédit à un auteur ou une autrice dont le travail est bâclé. Désolée, mais ça arrive. Pour avoir feuilleté certains livres ces derniers temps, la qualité de texte a quand même un peu diminué. Et bien sûr que le style est quelque chose de subjectif, mais on peut quand même faire mieux que sujet, verbe, complément. Resujet, verbe, complément. L'écriture mérite d'avoir des figures de style, d'évoquer quelque chose plutôt que de tout dire d'un coup. Une narration efficace, ce n'est pas que des péripéties, des obstacles lancés au héros sans réflexion. La narration, elle peut aussi transparaître dans le style. Et même pas besoin d'en faire des caisses. Par exemple, Stephen King a un style ultra simple, limpide, mais qui transmet énormément de choses. Aucun mot empoulé, aucune formule alambiquée. Bien écrire, ce n'est pas faire étalage de tout ce qu'on a appris en cours de français. Mais ce n'est pas non plus écrire comme on parle. Et ça, mine de rien, je le vois bien souvent dans les récits récents. Chacun ses goûts, mais j'ai un peu mal à ma littérature quand je lis ça. Dans Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons, Ursula nous parle de la vision, donc surtout en Amérique, vous l'aurez compris, de la fantaisie et de l'imaginaire. Dans les années 70, il faut écrire du réel pour être sérieux. L'imaginaire, c'est pour les huluberlus, les geeks, ceux dont la pensée n'est pas structurée, pas mature. En gros, les elfes et les dragons, c'est des histoires pour les enfants. Parce que la définition de l'imagination donnée par le petit Robert ne la convainc pas, elle nous donne sa propre vision de l'imagination comme le jeu libre de l'esprit, que ce soit au niveau intellectuel ou sensoriel. Par jeu, Ursula entend la récréation, la recréation, la combinaison d'éléments connus pour créer du nouveau. Et par libre, elle veut dire que cette activité se fait en l'absence de tout but ou profit de façon spontanée. Ce qui ne veut pas dire que le jeu de l'esprit n'a pas de raison d'être, d'intention. Au contraire, il peut viser un objet très sérieux. Il est clair que les jeux imaginatifs d'un enfant représentent une préparation aux gestes et aux émotions de la vie d'une grande personne, et un enfant qui ne joue jamais ne deviendra jamais adulte. Quant au jeu libre de l'esprit d'une grande personne, cela pourrait aussi bien donner la guerre et la paix que la théorie de la relativité. Après tout, être libre ne suppose pas que l'on se soumette à aucune discipline. J'irais même jusqu'à dire qu'une imagination disciplinée constitue une méthode ou une technique essentielle, aussi bien en sciences qu'en art. Et là encore, je vois deux notions essentielles dans ces mots. La notion que l'imaginaire est simplement une manière de structurer sa pensée et la notion de la discipline, souvent perçue par l'écrivain comme une contrainte. Cette seconde notion, j'y fais d'ailleurs souvent face en coaching. Mes coachés viennent me voir avec l'éternelle ambivalence de la créativité rencontrant le projet fini. Pour avancer, il faut être régulier. Mais la discipline, elle fait peur. Elle évoque un cadre militaire rigide avec des horaires, un nombre de mots fixes, une assiduité ascétique, bref, une étuve pour la créativité. C'est la mort de l'expression en somme. Alors que, comme Ursula, je ne vois pas dans le mot discipline tout cet attirail mortifère. Comme elle le dit,
Discipliner au sens strict ne veut pas dire réprimer, mais apprendre à croître, à agir, à produire. La discipline sera vraiment différente selon chaque écrivain. Certains seront méthodiques comme Richard Werber, psychorigides presque comme Amélie Nothomb, mais d'autres auront une bride plus lâche, moins contraignante. Personnellement, je crois à la nécessité de mêler plaisir et discipline. L'idée est simple, plus on aura plaisir à effectuer une tâche, plus on aura envie de la refaire. Et cette notion de plaisir, elle est intrinsèquement liée à l'imaginaire. Ce qui nous pousse à écrire, c'est souvent cette vie intérieure qui demande à sortir. Cet imaginaire, même réel, car comme le dit Ursula, on peut autant imaginer un monde différent qu'une théorie scientifique bien ancrée dans notre réalité, il est source de plaisir, de satisfaction, de guérison. C'est ce qui nous a amenés à écrire. Perdre la notion de plaisir, c'est perdre son envie d'écrire. Plus loin, Ursula plonge encore plus profondément dans la vertu de l'imaginaire. Face aux gens qui ont pu lui dire «je n'ai pas de temps à perdre», sous-entendu à lire quelque chose d'irréel, eh bien elle oppose que la littérature d'imagination sert à approfondir votre compréhension du monde dans lequel vous vivez et des autres hommes et de vos propres sentiments et de votre destinée. Et à cela, moi, je ne peux que souscrire. Entendez-moi bien, j'aime la littérature réaliste, mais j'ai toujours connecté bien plus profondément au message offert par la littérature de l'imaginaire. Sans doute est-ce dû à mon esprit de contradiction. Quand on me dit quelque chose trop directement, j'ai tendance à chercher ce qui pourrait l'infirmer. Je suis quelqu'un qui aime la précision et qui déplore les généralités faciles. Or, si la même idée est démontrée dans un contexte imaginaire, et de fait particulier, je vais mieux l'accepter comme postulat de base. Et de fait, mieux apprécier le message qui en découle. Et je vous parle de moi, mais je sais que je ne suis pas seule. C'est dû à l'utilisation plus facile des archétypes, des symboles. La symbolique et l'essentialisation est bien plus facile dans la littérature de l'imaginaire. Parce qu'on ne peut pas expliquer tous les moindres recoins d'un univers, d'une manière de penser. On doit faire avancer l'histoire. On utilise plus facilement des images qui parleront à tous. Ces symboles sont extrêmement précieux pour parler au plus grand nombre. C'est d'ailleurs ce que la littérature réaliste, à mon sens, a cherché à expurger. Et c'est ce qui l'a profondément appauvri. À force de se concentrer sur soi-même, de parler de sa propre personne ou de se concentrer sur une diversité relative aux idéaux de l'auteur, on refuse le commun, ce qui regroupe sans distinction. On refuse l'uniformité symbolique en faisant, comme mon trait de caractère me le dicte dans la réalité, la part belle à l'exception. Mais cette fois-ci, une exception non pas héroïque, archétypale, mais intime, revendiquée, solitaire. Les attributs physiques ou de genre sont devenus parfois bien plus importants que les valeurs qui font d'un personnage un humain. Personnellement, j'ai trouvé ma place dans l'univers de Star Wars bien avant qu'on mette plus de femmes en héroïnes. Le voyage de Luke m'a touchée, parlé, et le fait que ce soit un garçon ne m'a pas empêché de m'y identifier. S'identifier, ça se fait à travers de l'histoire du personnage, de ses valeurs, ses comportements, sa leçon de vie. Pas nécessairement par des cases à cocher de physique, de genre ou d'orientation sexuelle. La représentativité en littérature, pourquoi pas? La pluralité, ça a énormément de bon, mais pas à n'importe quel prix. Votre histoire, elle a un but. Tout ce qui n'est pas rattaché à ce but n'a aucune raison d'y être. Bref, ce sujet, il est vaste, complexe et ultra nuancé, et ce n'est pas le propos ici. Lorsqu'on se parle de personnages symboliques, archétypaux, n'allez pas penser que ces personnages, selon Ursula, se doivent d'être des coquilles vides. Loin de là. Dans son essai Madame Brown et la science-fiction, elle fait référence au texte de Virginia Woolf et le transpose à la littérature de l'imaginaire. Ainsi, pour Virginia Woolf, tous les romans commencent par un personnage. Et c'est pour exprimer le caractère d'un personnage et non pour professer des doctrines ou pour chanter des chansons ou pour célébrer la gloire de l'Empire britannique que la forme romanesque, si maladroite, si bavarde et si peu dramatique, si riche, si élastique et si vivante, a été créée. Les grands romanciers, pour nous montrer ce qu'ils veulent nous montrer, utilisent le regard d'un personnage. Sinon,
il ne serait pas romancier, mais poète, historien ou pamphlétaire. Et pourquoi Ursula nous cite ainsi Virginia Woolf? Parce qu'elle souscrit à cette vision et déplore le manque de personnages dans les littératures de l'imaginaire. En effet, en science-fiction, elle remarque que les personnages sont rarement mémorables et que seule la fresque historique, les relations politiques entre planètes ou encore les vaisseaux spatiaux importent dans ces univers. Que finalement, Madame Brown, cette petite vieille que Virginia Woolf a rencontrée dans un train, elle n'existe pas. Non pas parce que Madame Brown est Madame Brown, mais parce que les écrivains préféraient le recul de la fresque, l'intrigue galactique ou encore la réflexion sociologique à la narration de personnages. Selon moi, c'est peut-être ce fait-là, ce qu'Ursula déplore, qui fait justement que la science-fiction a été un genre plus rapidement reconnu que la fantasy. Ce semblant d'intelligence symbolique, ce parallèle possible avec les dérives de nos sociétés, c'est ce qui a été la porte d'entrée de la SF dans le giron de l'élite littéraire. Je ne lis pas assez de science-fiction pour en parler en détail, mais ce sont les uchronies, dystopies ou utopies qui ont valorisé un genre de l'imaginaire dans les années où on allait enfin concrétiser le rêve d'aller sur la Lune, où les conflits sociaux étaient au cœur de l'actualité et où les premiers pas de la technologie réveillaient la peur ancestrale de l'homme d'être un jour asservi par ces outils. Mais ce parallèle, bien qu'il existe en fantasy, n'a jamais été véritablement reconnu. Cela restait trop féerique. Le rapport au conte et au mythe était trop ancré dans l'inconscient commun pour y percevoir la maturité. Son propos, donc, sur la place du personnage est un reflet de son époque, car on ne peut pas nier qu'en se démocratisant, la littérature a bien changé sur ce point. En effet, la majorité des récits en imaginaire aujourd'hui reposent sur les personnages et non plus sur l'intrigue. C'est d'ailleurs l'éternel débat du plot-driven story ou du character-driven story, soit l'intrigue ou le personnage comme moteur de l'histoire. C'est une question d'école d'écriture, de style, de message, d'inspiration, mais j'ai l'impression que de nos jours, rares sont les histoires poussées par l'intrigue. Encore une fois, ça a à voir avec la volonté de s'identifier pour entrer dans l'histoire. Et même plus que de l'identification, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les lecteurs cherchent de la proximité avec le protagoniste. Si je faisais de la psychologie de comptoir, je dirais que ça a un rapport avec le fait que la technologie nous éloigne les uns des autres, que la société est fragmentée et que l'on recherche ses amis parfaits dans la littérature plutôt que d'accepter que nous ne sommes jamais parfaits dans la vraie vie. Mais se contenter de dire cela serait manquer de discernement et me prendre pour une sociologue que je ne suis pas, même si je me pose quand même un peu la question. Mais sans critiquer. Je suis moi-même dans la team Character Driven Story. J'aime qu'on me dépeigne une personne, qu'on me fasse vivre l'intrigue à travers ses yeux et que ce soit son destin qui m'importe durant le récit. Je ne vais pas me retrouver dans certains de ses traits, de ses expressions, je vais me désolidariser de certaines de ses actions ou réactions, mais je vais entrer en empathie avec elle. Mais j'avoue que ça n'arrive pas tous les jours. Écrire un bon personnage passe par le récit, et un bon récit passe par de bons personnages. Et rares sont les écrivains qui arrivent à me toucher sur les deux fronts. Par exemple, La Passe Miroir, dans les 2 derniers tomes, la case intrigue s'est effondrée, alors que les personnages m'ont beaucoup touchée. Mais à cause de ça, bah, je n'étais pas si triste de les quitter. Dans Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, l'univers m'a plu, mais les personnages m'étaient insupportable. Pourtant, il y avait tout dans ce roman pour que j'adhère. Mais en refermant le livre, j'étais contente que ce soit fini pour passer à autre chose. Je ne me souviens pas avoir lu une histoire récente qui m'a comblée sur les 2 tableaux. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre en DM ou en commentaire. Je serais vraiment ravie de découvrir ces histoires. Et je crois qu'une partie du problème est la volonté d'en dire trop sur le personnage, de le rendre trop ambivalent, de s'acharner sur les petits détails sans importance. Non, donner un tic à votre personnage ou raconter sa background story de long en large n'en fait pas le personnage de l'année. C'est une question de subtilité et de dosage. On a tendance à oublier qu'il y a
plusieurs personnages pour raconter ce qu'on veut transmettre l'auteur. Ursula analyse le personnage de Frodo et sa position selon elle de héros inédit en fantasy. En effet, là où généralement un héros est unique, un seul personnage, Tolkien a eu la sagesse de séparer Frodo en quatre. Frodo, Sam, Sméagol et Gollum. On peut même en compter 5 si on inclut Bilbo. Gollum est sans doute le meilleur personnage du roman puisqu'il est lui-même constitué de deux de ces éléments, Sméagol et Gollum. Frodo ne représente plus qu'un quart ou un cinquième du tout. Malgré tout, il demeure un type de personnage tout à fait inédit dans la fantaisie. Un héros vulnérable, limité, plutôt imprévisible, qui ne parvient pas à accomplir sa quête. Il échoue, en effet, à la fin, et celui qui l'accomplit à sa place est son ennemi mortel, bien qu'étant en même temps son compatriote, son frère, bien qu'étant, pour tout dire, lui-même. Gollum. Puis il retourne chez lui dans la comté comme le ferait Madame Brown dans les mêmes circonstances. Enfin, il doit repartir, quitter son foyer, entreprendre un long voyage, il doit en un mot mourir. Or, les héros de fantaisie ne meurent jamais et les allégories non plus. Parce que oui, faire de son personnage un symbole, un archétype, ne fait pas de lui un personnage vide ou creux. C'est même l'inverse. Une fois que l'on peut instiller la vie dans un archétype, on devient enfin un bon écrivain. Le personnage doit représenter un message et doit vivre, être quelqu'un avec de la personnalité, avec un nom qui existe pour ce qu'il est. Utiliser des symboles universels, être capable de parler au plus grand nombre, au-delà des différences, c'est pour moi trouver la sagesse dans l'écriture. Et le fait qu'on considère l'imagination comme un truc d'enfant, c'est juste antinomique. Comme le dit Ursula, selon moi, mûrir ne signifie pas vieillir, mais se développer. Un adulte n'est pas un enfant mort, mais un enfant qui a survécu. Selon moi, toutes les plus belles facultés d'un être humain parvenu à maturité sont présentes dans l'enfant. Et si l'on encourage le développement de ces facultés pendant la jeunesse, elles s'exerceront bien, et en toute sagesse, chez l'adulte. Si en revanche, elles sont réprimées et refoulées au cours de l'enfance, elles ne développeront pas et compromettront la personnalité de l'enfant. Enfin, selon moi, la faculté la plus profondément humaine et humaniste est l'imagination. Je n'ai rien à ajouter. Son discours de réception du prix National Book Award de 1973 en littérature jeunesse est un petit bijou de philosophie autour de la place de l'imaginaire dans le monde littéraire. J'aurais pu vous le mettre intégralement, mais je m'abstiendrai pour plus de clarté. En voici 2 extraits. Le réalisme est peut-être le moyen qui convient le moins pour comprendre et décrire les incroyables réalités de notre existence. L'écrivain, qui utilise les antiques archétypes des mythes et des légendes, ou ceux plus récents de la science ou de la technologie, dit peut-être quelque chose de tout aussi pertinent qu'un sociologue. Et il le dit beaucoup plus directement, sur la vie humaine telle qu'elle est vécue, telle qu'elle pourrait être vécue, telle qu'elle devrait être vécue. Après tout, comme nous l'ont affirmé les plus grands scientifiques et comme le savent tous les enfants, l'imagination permet mieux que tout de percevoir, de compatir et d'espérer. Bon, je connecte fondamentalement à ce discours. Et c'est pour ça que je me suis consacrée à l'accompagnement de l'écriture de fiction. Parce qu'ici, Ursula nous parle bien sûr de l'imaginaire, mais j'étends son propos à tout ce qui est univers de fiction, même réaliste. Le fait d'imaginer, de ne pas se cantonner au réel, permet d'appréhender plus justement la réalité. Souvent, les récits en fantasy ou en science-fiction offrent plusieurs niveaux de lecture. Bon, c'est aussi vrai avec la littérature réaliste, mais dans une moindre mesure. Parce qu'il y aura toujours la couche supplémentaire du symbolisme, comme je vous le disais plus tôt. Et ce symbolisme, loin d'être enfantin, donne à réfléchir, à s'imprégner des idées et à les faire vivre au fond de notre être pour les intérioriser, au lieu de les ingurgiter comme des leçons. La littérature réaliste, et notamment les essais, se place comme la valeur pédagogique sûre. Alors que l'on a appris depuis longtemps que la notion d'apprentissage par le jeu
faciliter la compréhension et le savoir sur la durée. L'imaginaire, ça permet également de se confronter plus facilement à un point de vue qui n'est pas le nôtre d'ordinaire, de comprendre des idées comme l'exclusion, le racisme, l'honneur, de manière bien plus universelle. Dans le réel, nous avons tous notre manière de penser qui est établie depuis déjà longtemps et il est difficile de faire évoluer notre mentalité. Mais grâce à des œuvres de fiction, nos préjugés peuvent se trouver bousculés, ramollis, car elles nous offrent une clé de compréhension de l'autre que l'on n'aurait pas eue, car on se serait braqué dès le début. Dans Du pays des elfes à Poughkeepsie, Ursula écrit: dans une autre perspective, la fantaisie reste un jeu, mais un jeu sur lequel on mise gros. C'est de l'art et non un divertissement spontané. Elle représente une autre approche à la réalité, une autre façon d'appréhender l'existence, une autre manière de l'affronter. La fantaisie n'est pas anti-rationnelle, mais para-rationnelle. Elle n'est pas réaliste, mais surréaliste, super réaliste, une intensification de la réalité. Parce que oui, en fantaisie, on vit toujours tout plus fort. Un dilemme personnel va avoir des répercussions sur le monde entier, ce qui est tout de même rarement le cas dans la littérature réaliste. En fantaisie, on peut se permettre ce qui, dans la réalité, serait de l'égocentrisme, de la mégalomanie, voire du narcissisme. L'héroïsme fait que chaque décision personnelle a un impact sur le monde. En fantasy, un héros ou une héroïne peut changer le monde, va participer à des batailles épiques, va décider, souvent seul ou dans un groupe limité, de sauver le monde ou de le faire basculer dans le chaos. Le destin de tous est lié à une destinée. Si le héros n'est pas assez fort, pas assez rapide, pas assez intelligent, rusé ou honnête, le monde court à sa perte. Alors que dans la réalité, si le héros n'obtient pas son examen, qu'il ne gagne pas la course d'athlétisme ou qu'il n'obtient pas sa promotion, ça sera quand même pas game changer pour le voisin de palier. La fantaisie permet de faire ressentir bien plus intensément les batailles du quotidien. Parce que oui, grâce au symbolisme, toujours, les valeurs mises en avant de manière épique dans un livre peuvent quand même parler au lecteur et lui donner une voie à suivre dans sa vie réelle. La fantaisie crée des héros à qui on a envie de ressembler, même si ce n'est qu'à notre échelle. Mais attention quand même, un personnage de fantaisie ne doit pas se résumer à son symbole. Et c'est d'ailleurs le sujet de son essai Madame Brown et la science-fiction, dont on a déjà parlé. Pour finir, j'aimerais vous parler du propos au centre du texte du pays des elfes à Poughkeepsie. En effet, ce qu'Ursula met en avant ici, c'est le langage de la fantaisie et surtout la différence entre ce qu'est un style propre à la fantaisie ou non. On garde bien en tête le contexte, empli d'une littérature de l'imaginaire magistrale et des goûts souvent classiques dans ce qu'il convient d'appeler la bonne littérature. Mais je trouve que c'est une réflexion intéressante à mener dans une époque où écrire s'est démocratisé et que l'on tend à donner la parole à tout le monde. Sans vous donner de citation exacte, laissez-moi en gros vous raconter ce qu'Ursula nous dit à propos de sa vision du style en fantaisie. Pour elle, il y a un problème majeur dans les nouveaux romans de fantaisie. Et là, on se parle toujours des années 70. Certains auteurs écrivent de la fantaisie comme ils écriraient un thriller politique ou n'importe quel autre genre. Or, elle déplore cette approche qui, bien qu'elle permette d'ouvrir une nouvelle porte vers la fantaisie, pour ceux qui auraient une vision très archaïque de la littérature de l'imaginaire, eh bien, ça ne fait que diminuer la crédibilité des mondes imaginaires et de la qualité globale de ce genre. Je vous passe les comparaisons qu'elle fait, même si elles sont très intéressantes, mais à un moment, elle effectue un travail assez parlant qui est de prendre un dialogue d'un livre de fantasy qu'elle a lu, de l'exposer tel quel, puis de le réécrire en changeant 4 ou 5 mots max. Pour faire court, sans rien changer au style, on déplace seulement la scène d'un univers inventé aux marches du Capitole à Washington entre un sénateur et un politicien, et on se rend compte que si elle ne nous avait rien dit,
on serait bien incapable de dire quel genre est celui d'origine. À ma lecture, je n'avais pas considéré ça comme un vrai problème. Et je suis d'ailleurs toujours convaincue que ce n'est pas forcément une tare, mais en poursuivant, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Parce qu'elle ne dit pas qu'il faut absolument que les récits de fantasy doivent adopter un style médiéval qui sonne fantasy pour exister. Au contraire même. Elle pointe du doigt les utilisations de mots moyenâgeux que personne ne connaît vraiment, les tournures alambiquées et les accents de patois trop prononcés. Elle ne nous dit pas de colorer notre style à outrance, mais de préférer la simplicité. Mais la simplicité propre au héros. Elle prend l'exemple de Tolkien qui n'écrit jamais dans l'extravagance, seulement dans des tournures respectueuses de ses personnages. Parce que ces personnages sont des héros, des symboles, encore une fois, de droiture, de valeur, de toutes ces choses qui font tendre à devenir meilleurs. Elle nous dit qu'on doit justement les faire parler, les décrire et les faire vivre en miroir de ces valeurs. Le style devient le reflet de ce que vous voulez dire. Le bon texte de fantaisie saura traduire de manière exacte dans quoi vous devez plonger, vous emmener en voyage, loin du parler ou de l'écrit journalistique, comme elle dit, que l'on retrouve dans notre monde. Parce que derrière ça, elle entend que ce voyage, dans un univers de fantaisie, il a pour but de transformer, d'élever le lecteur. Et que ça passe aussi par un style qui transporte, qui change de l'ordinaire, qui ne peut être teinté du langage courant, populaire de notre époque. Pour elle, le pays des elfes a sa propre langue, et l'auteur se doit de la parler, sous peine de dévaloriser le genre. Et je vous avoue que je comprends ce qu'elle veut dire. La fantaisie n'est parfois pas assez prise au sérieux. Et en bâclant son style, en ne lui donnant pas la bonne envergure pour la rendre plus ou trop accessible, c'est la littérature de l'imaginaire de manière globale qui en pâtit. Bon, j'irai même plus loin parce que cette notion, dans les années 70, était valable peut-être pour la littérature de genre, mais le manque de style est devenu quelque chose que l'on retrouve définitivement un peu partout. Et personnellement, je pense que c'est bien dommage. Mais en réalité, la question du style, elle est tellement tentaculaire que je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Je finirai donc par vous transmettre le point sur lequel je suis d'accord avec elle. Elle explique ce manque de style, ce manque de prise de risque et de lissage de la fantaisie par le fait que les auteurs eux-mêmes se brident dans l'expression de leur plume. Alors qu'elle parle de deux écrivains que je ne connais pas, elle dit ceci: il m'arrive de me demander si ces deux écrivains ne sous-estiment pas leur talent, s'ils ne manquent pas de confiance en eux. Ou alors, puisque peu de gens prennent la fantaisie au sérieux à l'heure actuelle, ils hésitent à la prendre eux-mêmes au sérieux. Ils ne tiennent pas à ce qu'on les surprenne en train de croire en leur création, de s'enthousiasmer pour des histoires imaginaires. Et cette phrase m'a choquée. Bon, elle parle à ce moment-là de l'humour dans la fantaisie et notamment l'heroic fantasy comique ici, et du fait que ces auteurs sont ultra bons, imaginatifs, tout ce que vous voulez, mais que dès qu'ils font parler leurs personnages et que le comique prend le dessus, bah, on est tout de suite ramené à une écriture normale, réaliste, que l'on pourrait trouver dans un polar ou une autofiction. C'est donc ce qu'elle déplore, mais je trouve qu'elle touche un point très intéressant et qui touche aussi beaucoup d'auteurs qui rêvent d'écrire. Ils n'osent pas prendre leurs rêves au sérieux. Et si c'est valable pour le genre de l'imaginaire, c'est valable pour tous les genres littéraires qui ne sont pas généralistes. Beaucoup d'auteurs et d'autrices, particulièrement, n'osent pas revendiquer leur écriture. On le voit notamment dans la romance, genre considéré comme de la sous-littérature par beaucoup. De nombreuses autrices n'osent pas prendre leur écriture au sérieux parce que le genre qu'elles aiment écrire n'est pas considéré comme sérieux, comme socialement valorisant. Et de ce fait, certaines ne finissent jamais d'écrire leur histoire ou pire, écrivent des histoires faciles, copiant ce qui se fait déjà, limitant leur écriture au minimum pour ne pas être prise en flagrant délit d'avoir vraiment essayé. En le prenant par-dessus la jambe, elles ne se donnent pas au maximum, elles ne prennent pas de risques, elles limitent la casse et le ridicule.
Mais en faisant ça, en agissant ainsi, elles ne font que valider les préjugés des élitistes, sans vivre leurs rêves pour de vrai, sans exploiter leurs talents. Je parle de la romance, mais on peut le voir partout. La peur du jugement de l'autre est toujours présente en littérature. C'est à la fois normal, car en exposant son monde intérieur, on s'expose soi, ou du moins une part de soi, et c'est toujours intimidant, voire douloureux. Mais c'est aussi terriblement handicapant. En se concentrant sur le jugement de l'autre et ses préjugés sur notre genre littéraire, on se pose nous-mêmes notre plafond de verre. Si nous, en tant qu'écrivains, on ne se donne pas à fond, quelle contribution à la littérature, à ce monde qui nous dépasse, laisserons-nous? Quitte à publier notre livre, ne devrions-nous pas nous donner tous les moyens possibles pour offrir au monde l'œuvre la plus qualitative, la plus proche de nous-mêmes? C'est sur cette question que je vais vous laisser. Cet épisode ne se veut bien sûr pas un cours magistral ou une leçon de réflexion, seulement le partage d'opinions sur un livre et des positions qui m'ont fait moi-même beaucoup réfléchir. Ce livre, pour rappel, c'est Le langage de la nuit d'Ursula K. Le Guin, un livre nécessaire si vous vous demandez pourquoi préférer l'imaginaire au réel, en quoi ce genre mérite d'être mieux compris et surtout mieux perçu. Si vous êtes toujours là, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker ou partager cet épisode, ça aide beaucoup la chaîne et ça me permet de vous proposer toujours plus de contenu de ce type. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire ou me dire tout simplement si vous avez lu déjà un livre d'Ursula. Je serais ravie de vous lire et d'avoir votre avis. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.